Un truc que j'ai appris en rencontrant beaucoup de gens parmi les plus célèbres et puissants du monde. Je crois qu'à mon 21e ou 22e anniversaire, il devait y avoir 600 personnes. Ok. Et à mon 23e anniversaire, on était 3 à Starbucks avec une bougie sur un muffin. Et on a accompagné plus de 500 boîtes. C'est pour dire, truc. Donc comme on fait 100 boîtes par an, on essaie de faire une boîte qui vaut plus d'1 milliard tous les ans. Est-ce que vraiment les gens, de quoi ils ont peur? Qu'est-ce qui leur fait le plus peur? D'échouer en tentant quelque chose qui n'est pas si risqué ou d'attendre que le monde vienne leur foutre une claque encore plus grosse que le Covid? Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui un format un petit peu spécial, on va faire un interview. Aujourd'hui j'ai un invité, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir sur la chaîne. Donc je te laisse rapidement te présenter, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais et ensuite on va continuer avec l'interview. Bah écoute, ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Donc je m'appelle Oussama Ammar, j'ai créé une société qui s'appelle The Family et avec The Family on investit dans une centaine de startups tous les ans à travers le monde et on essaie de les aider à devenir des géants. Bah en fait il y avait deux points principaux pour lesquels j'avais envie de t'avoir ici aujourd'hui. Le premier, c'est que tu as un parcours dans l'entrepreneuriat qui m'inspire énormément et qui va probablement inspirer aussi beaucoup de personnes qui regardent la chaîne. Et le deuxième, c'est que tu arrives très bien en fait à exprimer ce que tu penses et tu es très pédagogue en fait dans ce que tu expliques. Et c'est aussi pour ça que je pense que les personnes qui regardent cette vidéo vont beaucoup apprendre aujourd'hui. Donc si vous regardez la vidéo, vraiment suivez cette interview en entier, vous allez kiffer. Bon, Première question pour toi, quand est-ce que tu as découvert que tu avais cette fibre d'entrepreneur, que tu avais cette envie de lancer des business et que c'est quelque chose qui te… Alors c'est marrant, c'est un souvenir assez flou chez moi. J'en parlais avec mon frère aîné et ma mère récemment qui me disaient que petit, je lisais tous les magazines d'entrepreneuriat, etc. Mais je m'en souviens pas très bien en fait, pour être honnête. Okay. Donc même avant de commencer à être conscient du fait que j'avais envie de créer une boîte, etc. Les gens qui créent des choses, ça me fascinait. Sans doute pour des raisons un peu étranges, c'est que quand j'étais petit, j'étais fasciné par les héros antiques. Okay. Alexandre le Grand, les grands seigneurs de guerre, etc. Qui étaient des meurtriers de masse en fait, j'en avais pas conscience. Et j'aimais bien cette idée du business, parce que pour moi le business c'était la guerre civilisée. Okay. Tu peux avoir les sensations d'être au combat, tu peux avoir les sensations de la conquête et tout, mais tu fais de mal à personne, normalement. À part si tu… Enfin bon, disons que c'est plus métaphorique comme mal. Et ça me plaisait bien. J'avais un vrai attrait, je me disais, ah là là, je serais un héros. Donc ça c'est une sorte de lame de fond. Et après, il y a eu un déclic très immédiat. C'est que quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai découvert qu'on était pauvre. Alors je sais que c'est assez marrant à dire, mais je viens d'une famille où les premières années de ma vie, mon frère aîné était assez riche. Okay. Et il a tout perdu. Et ensuite, ma mère m'a élevé et on était en France et on a changé de vie du jour au lendemain. On est passé d'un très grand appart à un petit HLM, etc. Mais j'ai pas vu une différence dans l'énergie, le bonheur, etc. Et donc pour moi, on était en France et les apparts, ils étaient petits parce qu'il faisait froid, quoi. Okay. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 7 ans, 8 ans, tu vois. Okay. Et quand je suis rentré au collège, parce que ma mère a mis quelques années à comprendre comment ça marchait la France. Et donc moi j'étais dans une école primaire un peu hardcore, où les gens, tu vois, les gens du quartier, c'est un peu dur. Et puis au collège, j'ai dit non mais attends, j'ai compris qu'en fait toutes les écoles se valaient pas, il y a des collèges de centre-ville un peu plus huppés. Et donc je vais faire en sorte que mon fils rentre dans un truc, parce qu'elle avait des grandes ambitions scolaires pour moi. Tu vois. Et là je suis arrivé et tous mes potes, ils avaient des maisons de ouf, avec des piscines et tout. Et je disais à ma mère, mais en fait il y a un truc en fait, tu vois, on est pauvres. Ma mère dit, mais évidemment qu'on est pauvres, fous de ma gueule. Et en fait c'est bizarre, mais je l'ai découvert tard. Et ça m'a immédiatement frustré. Immédiatement. Ça a provoqué chez moi un truc du genre, non, mais attends, moi, je vais pas jouer le malheureux. Il n'est pas question que je n'ai pas accès à ce que mes potes aient, donc je vais gagner de l'argent. Et en fait, cette longue lame de fond de vouloir être héroïque et cette courte envie de gagner de l'argent se sont réunis, en fait, un peu par hasard dans l'entrepreneuriat. Mais c'est comme deux chemins complètement différents avec deux objectifs complètement différents. C'est drôle parce que j'ai eu un petit peu la même réalisation, je pense, vers le même âge que toi. C'est justement, je suis parti pendant 2 semaines en vacances avec mon meilleur pote de l'époque. Et ses parents, ils avaient beaucoup plus d'argent que les miens. Et du coup, j'étais là, ok, il y a vraiment une différence. Ouais, et j'ai eu cette même réalisation en mode, mais en fait, on est pauvre, quoi. Et c'est aussi depuis ce moment-là que j'ai eu vraiment cette détermination. Je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose pour que ma vie soit différente et que je puisse accéder à la même chose pour moi et ma famille, quoi. Et donc du coup, depuis ce moment-là, quel a été en fait, depuis ce moment-là, ton parcours jusqu'au moment où tu as commencé The Family? Alors, donc moi j'ai eu un parcours avec des hauts et des bas. Alors déjà, c'était une autre époque, parce que moi j'ai commencé, il n'y avait pas de conseils,
Tu pouvais pas acheter la formation d'Yomi en ligne, tu pouvais pas regarder de vidéos YouTube. Donc, on n'a pas beaucoup d'écart. Mais ces 10 ans d'écart qu'on a, des fois j'y repense au monde dans lequel je vivais quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était la préhistoire. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début, assez opportunistiquement, j'ai commencé avec un business de service, je vendais des sites web. Et puis j'avais des potes qui savaient faire des sites web, mais ils ne savaient pas les vendre, donc je les vendais plus cher qu'eux pouvaient les vendre et je gardais la différence. Mais c'était n'importe quoi. Par exemple, il y a un mec qui me disait « Ouais, moi je fais un site pour 2000 francs ». Puis je vendais 25 000, je gardais 23. Mais je trouvais ça tout à fait normal en fait. C'était le dropshipping version codeur, quoi. Je dropshippais du codeur en fait. Et puis en fait, comme personne ne sait rien sur rien, que tu n'as personne pour te conseiller, tu n'as personne pour te mentorer, moi j'ai commencé à brasser du cash, avoir de l'argent. Et donc je pensais que j'étais très très fort. Et puis un jour, j'ai créé une vraie start-up, au sens où cette fois il y avait un produit, de la R&D, des employés, un conseil d'administration, etc. Et là, je me suis pris un mur monumental. Parce que d'un seul coup, c'est un peu comme si tu joues au basket et t'es bon, et puis tu vas en NBA. Et tu te dis, mais c'est qui ce Michael Jordan là? Pourquoi il saute aussi haut? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tu croyais que tu étais très 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 bon en fait. Mais Jordan, il est sur une autre planète. Et moi, j'ai eu cette sensation quand j'ai ouvert pour cette startup un bureau en Californie. Et que j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, mais qui étaient vraiment déter, genre que ce soit en termes de product, de management, de process, d'envie, de levée de fonds, de machin. Tu vois, la levée de fonds, je ne savais même pas ce que c'était en fait. En France, tu n'avais pas d'investisseurs, il n'y avait pas de VC. Tu vois, moi, quand j'ai fait ma startup en 2006, il y avait un VC à l'époque qui s'appelait Partech. J'ai un rendez-vous avec eux. Des années après, je les ai rencontrés dans le cadre de The Family. Ils n'avaient aucun souvenir de m'avoir rencontré. Aucun. Et en fait, et pourtant, je devais être l'un des rares entrepreneurs. C'était le seul VC, tu vois. On aurait dû être potes en fait. Mais ils n'ont pas tilté. Et donc, en fait, cette expérience a été tellement dure et j'ai pris tellement cher qu'en fait, j'ai eu envie, avec The Family, de créer un truc que j'aurais rêvé d'avoir moi en tant qu'entrepreneur. C'était vraiment ça l'inspiration en fait. Et notamment en important tout ce que j'avais vu dans la vallée qui était si différent, qui maintenant est plus mainstream partout. Tu vois, moi je suis assez content que la nouvelle génération d'entrepreneurs soit pourri gâtée. Je trouve que c'est un vrai achievement d'écosystème qu'on a fait. Maintenant je vois des entrepreneurs de famille, ils ont un slide, ils lèvent à 5 millions de valo. Tout le monde dit c'est honteux, machin. Moi je dis c'est bien, tu vois. Parce que ça veut dire qu'au moins maintenant ils ont une vraie chance de construire une vraie boîte. Donc du coup si on refait un petit peu ton parcours, donc tu étais en France, tu t'es mis à vendre des sites web. Ensuite après tu vendais les sites web de tes potes. Ensuite, voilà, tu as fait 2-3 business. J'ai fait 2-3 business jusqu'à en faire un vraiment sérieux. Exact. Qui a grossi, qui existe toujours d'ailleurs. Et où ça s'est très mal passé. Je me suis fait virer. J'étais en Californie, j'avais un bureau en Californie. J'ai passé 3 ans en Californie, 2 ans à observer, etc. À voyager, à profiter. Et j'ai créé The Family en 2013. Donc après, avec toutes ces expériences-là, tu t'es dit, j'ai envie d'aider les gens en fait, à lancer leur start-up et je vais les aider à… Et j'ai envie de les aider à faire des choses vraiment ambitieuses. Changer le ton. C'est-à-dire que tu devrais avoir le droit de te dire, je viens d'un village de la campagne à Paris, je connais personne. Mais si je suis doué, il n'y a pas de raison que je n'avais pas créé une boîte à 100 milliards. Et ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de créer avec The Family. Ça, c'était un tremplin pour des gens exceptionnels. Et comment tu as eu cette idée? Comment est-ce que tu as eu cette envie? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a fait lancer là-dedans? Il y a 2 choses. D'abord, j'ai toujours adoré conseiller les gens. Et notamment parce que je pense qu'au fond, je m'en fous s'ils appliquent mes conseils ou pas. Et ça, c'est pas facile en fait. Ça demande beaucoup de détachement. Je ne sais pas si j'ai appris ça dans ma famille ou si j'ai appris ça petit. Dans ma famille, les gens sont très libéraux. Tu as énormément de liberté. Et puis tu passes des contrats. Par exemple, moi, jusqu'à mes 18 ans, j'avais un contrat avec ma mère. C'est que si je bois pas d'alcool, je peux faire ce que je veux, sortir où je veux, jamais la prévenir, rentrer à 6 h du matin. Mais il ne fallait pas que je boive d'alcool avant mes 18 ans. Et c'est un contrat que j'ai respecté. J'avais une liberté incroyable. Tu vois, c'était un bon deal. Tu vois. Et donc, on a ce sens de faire des deals et donner beaucoup d'autonomie aux enfants. Tu vois, ma mère, elle dit un enfant… à 6 ans, ça sait cuisiner. À 10 ans, ça gère la maison tout seul. Donc j'avais cette envie en fait, de donner cette philosophie d'éducation. Donc souvent, quand les gens conseillent les entrepreneurs, ils se projettent dedans. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent comment eux feraient. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi cet entrepreneur est singulier et de l'aider à faire ce que lui a envie de faire.
Même si on pense, et d'ailleurs, ça demande beaucoup de discipline. Les moments les plus intéressants dans ma carrière, c'est toutes les fois où j'ai soutenu des gens dans lesquels je ne croyais pas. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Ah, j'ai une idée et tout, t'y crois ?» Ça y est, ça fait longtemps que j'ai passé le stade de croire à quoi que ce soit. C'est pas possible, en fait. Tu es dans un milieu où tu vois des trucs débiles marcher, des trucs pas débiles pas marcher. En fait, il y a un moment, tu switch off et tu dis « Bon, il n'y a pas le choix. La seule chose que je peux faire, c'est être là pour les gens. Pas pour les idées, pas pour les projets, pas pour ce qu'ils font. Non, pour eux. » Et de trouver une connexion personnelle avec eux. Et une fois que tu as trouvé cette connexion, c'est de les aider à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et la meilleure version d'eux-mêmes, c'est toujours unique. Quand tu es dans cette élite-là, les gens sont toujours singuliers. T'as jamais... Tu sais, les gens me disent « Ah, c'est quoi les critères communs ?» et tout. En fait, les critères communs, au bout de 8 ans... Il y a 8 ans, je pensais qu'il y en avait. Maintenant, je me dis « En fait, il n'y en a pas. » En fait, c'est une singularité entre un marché et une personne. Et la même personne, dans le mauvais marché, ça peut être catastrophique. Tu la prends, tu l'enlèves. Tu vois, récemment, j'ai été halluciné. On a un entrepreneur de The Family, il a passé 4 ans à faire une boîte. Je pense qu'au bout de 4 ans, il n'a pas dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Le mec déprimé, il finit par lâcher l'éponge. Moi, je pense que j'ai dû lui dire 200 fois d'abandonner, etc. Bon, là, il est vénère. Il lance une nouvelle boîte, un marché complètement différent, rien à voir, qui lui correspond beaucoup plus. Il fait 200 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois. Ah ouais. Et moi, ça me fait mourir de rire parce que je vois exactement ce qui se passe. C'est qu'en fait, c'est un mec qui a pris du muscle contre vent et marée dans un marché où c'était pas possible de gagner de l'argent, mais il a été tellement têtu qu'il a fallu vraiment que le marché lui écrase la gueule jusqu'au point où il avait des dettes, des machins, qu'il était vraiment au bout du rouleau. Et quand il a vu le mur, il a dit bon, je vais faire autre chose. D'un seul coup, il avait l'impression de voler. Il disait putain, c'est marrant, c'est facile ici. Et c'était ça en fait l'envie profonde qui avait animé la création de The Family, c'était de me dire, en dehors de la Silicon Valley, c'est très dur d'avoir des très grandes ambitions. Il n'y a pas de raison que ça reste comme ça. Il n'y a pas de raison qu'au fin fond du Vietnam, au fin fond de je ne sais pas où, il n'y ait pas des gens qui soient exceptionnels et qui aient besoin d'une infrastructure pour montrer qu'ils sont exceptionnels. Ok, ça marche. Et donc du coup, dans cette période-là, ensuite on va vraiment parler de toute l'évolution que tu as eue et ce que tu as réussi à faire avec The Family. Mais dans ce parcours-là qu'il y a eu entre les deux, quel moment a été le plus difficile pour toi dans ta carrière d'entrepreneur et quel moment a été le plus merveilleux, tu dirais? Ouais, alors c'est quand j'avais perdu la startup que j'avais construite et tout, j'avais plus d'argent, c'était très dur. Bon, je raconte toujours cette histoire un peu marrante d'un point de vue storytelling, mais sur le coup, ça m'avait fait un peu moins rire. Je crois qu'à mon 21e ou 22e anniversaire, il devait y avoir 600 personnes. Et à mon 23e anniversaire, on était 3 à Starbucks avec une bougie sur un muffin. Et entre-temps, il y avait eu justement cette période où… Exactement. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Parce que ça m'a enlevé, ça m'a donné beaucoup de recul, ça m'a donné beaucoup d'empathie, ça m'a enlevé beaucoup d'arrogance. Et ça m'a mis dans cette truc, en fait, je me sens assez indestructible, en fait. Ça me fait pas peur de retourner au muffin. Parce que tu as vu le pire et tu te dis, c'est pas si grave. Ouais, franchement, ça va aller en fait. Quoi qu'il arrive, ça va aller. Mais d'ailleurs, ça, je pense que c'est un bon conseil que tu peux donner parce que dans le e-commerce, il y a plein de personnes qui réussissent rapidement à faire beaucoup d'argent. Et j'en vois pas mal qui se cassent la gueule après ou qui deviennent arrogants justement. Et toi, vu que tu as eu cette expérience, je pense encore en fois 10, qu'est-ce que ce serait le conseil pour quelqu'un qui vient de commencer, qui commence à avoir des énormes résultats pour garder justement les pieds sur terre et pas se retrouver dans une situation où ou bien est-ce qu'il est obligé de passer par là et que… Je sais pas. Je pense que malheureusement, on est inégaux en termes de personnalité. Je pense que c'est un vrai cadeau de ne pas croire à ces conneries. Vraiment, les gens qui sont capables de prendre le succès en se disant que c'est de la chance et leurs échecs en se disant que c'est de la faute, de leur faute. Si tu arrives à avoir ce mindset où à chaque fois que quelque chose de bien t'arrive, tu te dis ouais, c'est de la chance. Et que quelque chose de mal t'arrive, tu te dis j'étais mauvais. C'est mieux que l'inverse. Alors que la plupart des gens font l'inverse. Quand ils ont un succès, ils se disent c'est grâce à eux. Et quand ils ont un coup dur, ils se disent ah, c'est la malchance. Vaut mieux être un ami de la chance qu'un ennemi de la malchance. L'arrogance, quand on est jeune, c'est assez naturel parce qu'on n'a pas encore pris de coups. Et les coups, ils viennent toujours. Donc, il ne faut pas être trop inquiet. Donc, les gens qui arrivent à éviter ça, gloire à eux. Et les gens qui ne l'évitent pas, de toute façon, t'inquiète pas, la vie va leur apprendre. Et ça, c'est un truc que j'ai vu des milliers de fois. J'ai jamais vu un parcours d'entrepreneur dans le temps sans une grosse crise. Tu ne peux pas vivre avec un tel niveau de liberté, un tel niveau de risque, un tel niveau de machin,
et qu'il n'y ait pas un moment où quelque chose déraille et devienne un vrai test humain. Okay. Et c'est là où tu vois vraiment la profondeur des gens. Alors, ça peut mettre 10 ans à arriver, ça peut mettre 15 ans à arriver. Ça peut prendre des tournures personnelles dramatiques. Par exemple, on a quelqu'un à The Family qui a eu un parcours sans faute exceptionnel, comme on en a eu très peu. Le mec crée sa première boîte, elle cartonne, il la vend, il est très riche et tout. Et dans sa vie perso, tout tourne mal. Ouais. Donc des fois, les leçons viennent pas forcément au travail. Okay. Elles viennent ailleurs. Mais à un moment ou à un autre, j'ai l'impression que la vie est là pour te dire, écoute, calme-toi, parce qu'en fait, tes victoires ne sont toujours que des demi-victoires. Et tes échecs sont toujours que des demi-échecs. Et c'est pour ça que maintenant, moi, quand je rencontre des gens jeunes et arrogants, j'ai beaucoup de sympathie pour eux, en fait. C'est un peu... Non, mais c'est un peu... ça me fait toujours rire, parce que j'ai du mal à leur en vouloir. Je trouve ça assez naturel, en fait. Ouais. Je veux dire, tu lances un truc de e-commerce et tu gagnes 100 000 balles, 200 000 balles. Mais évidemment que tu passes à un moment... Enfin, si tu ne le passes pas, tant mieux. Mais si tu passes par le fait de croire que tu es le roi du monde, bah, ce serait étonnant, en fait. Ce serait étonnant que tu ne le fasses pas. Ouais. Et on doit célébrer les gens qui gardent la tête sur les épaules. Mais je pense qu'il ne faut pas trop en vouloir à ceux qui partent en vrille. Alors, tu as rencontré mon coloc Sofiane. Et en fait, on en parle souvent dans le milieu de la musique. C'est encore pire chez les artistes. Il y a des mecs qui se réveillent, ils font des millions de vues sur une musique. Ils pensent qu'ils sont des génies, que maintenant ils vont faire 3 notes et ça va être un carton. Et la musique d'après, tout le monde s'en fout. Et ça, cette descente-là, tu as intérêt d'être très solide. Très, très solide. Ok, donc du coup, tu as cette idée sur The Family. Et donc, c'est quoi, 2013 2013, ouais. Ok. Donc, de 2013. On a l'idée en 2012. Et vous lancez en 2013. Ouais. Ok. Et donc, est-ce que ça a été un succès depuis le début? Est-ce que ça a été graduel? Est-ce qu'il y a vraiment eu un déclic? Quelles ont été un peu les étapes de la croissance? Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des crises. Alors après, moi, j'ai fait The Family de façon hardcore. C'est que comme je voulais une immense liberté et un niveau de liberté que la plupart des gens qui dirigent ce genre d'entreprise n'ont pas, j'ai accepté de vivre on the edge d'une façon que la plupart des gens qui font ce genre d'entreprise ne font pas. Par exemple, on n'a jamais eu plus d'un mois de cash d'avance à The Family pendant plus de 5 ans. Tous les mois, on pouvait mourir. Et donc du coup, quand tu dis avoir un niveau de liberté, tu entends quoi par ça? Bah, j'ai pas de conseil d'administration, j'ai pas de boss, aucun actionnaire peut me virer. Normalement, dans ce genre d'institution où tu fais de l'investissement, t'as pas ça. Ça n'existe pas. Mais c'est parce qu'on a accepté de lever beaucoup moins d'argent, de ne pas avoir de fonds sous gestion, de devoir toujours remettre à zéro les compteurs, de créer nos propres revenus. C'est pour ça que j'ai créé Coup d'État. C'est pour ça. Donc, j'ai essayé d'acquérir une liberté que la plupart des gens n'ont pas. Et le prix de la liberté, c'est que tu n'as pas de sécurité. Tu vois, tu n'as pas de truc. Donc, il y a eu des moments plus ou moins durs, mais on s'en est bien tiré. Et alors, l'autre truc, c'est que c'est un métier de long terme. Tu vois, on a eu une crise récemment d'actionnaires qui n'étaient pas contents parce qu'ils disaient « Ouais, on a investi il y a 6 ans, ils sont les retours et tout. Tu leur dis « Mais les gars, vous êtes encore là pour 10 ans de plus. » Et je suis désolé que vous n'en ayez pas conscience, mais en fait, moi, j'ai eu envie de jouer une partie de cartes. C'est exactement la différence au poker où tu joues en cash game ou en tournament. Si tu joues en cash game, à tout moment, tu rentres de l'argent et tu sors de l'argent, et à tout moment, tu peux sortir de la table. En tournament, il n'y en a qu'un qui reste au bout et c'est celui qui gagne le prix final. Nous, on ne joue pas en cash game, on joue en tournament. Et donc, on est dans un jeu où jusqu'à la dernière main, tout peut mal aller. Mais c'est ce qui, moi, me rend vivant, en fait. Ce qui, moi, me rend vivant, c'est l'idée de faire quelque chose qui potentiellement perdurera, potentiellement sera plus gros que nous individuellement. Ça me fait trop plaisir que les gens commencent à connaître plus The Family que Oussama Ammar. Ça, c'est un vrai achievement, notamment à l'international. Tu vois, il y a plein de gens qui commencent à connaître The Family international et bon, pour eux, Oussama, c'est un des mecs parmi The Family. Et ça, c'est cool. Ça me fait très, 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 très plaisir. Tu peux, toi, récapituler quel est le process? Qu'est-ce que vous faites, en fait? Quelle est votre mission? C'est très simple. On prend 100 startups tous les ans qu'on sélectionne. Ils nous donnent 5% de leur capital. Et on se donne, en général, 6 à 12 semaines pour qu'ils lèvent des fonds pour que nos 5% vaillent le plus possible. Et on essaie de te donner le kickstart qui te font gagner 2 ou 3 ans de ta vie, en fait. Et on essaie de faire en sorte que ces 5% potentiellement valent des millions. Et pour ça, il faut que ta boîte vale des milliards. Donc c'est ce game-là auquel on joue. Alors,
C'est un game qui est dur, hein, parce que résultat, c'est vrai que si une boîte a des résultats corrects mais pas extraordinaires, bah, notre intérêt à nous s'écroule plus vite que la boîte. Donc des fois, il y a des entrepreneurs qui sont très frustrés de ça. Mais bon, après, notre business model, c'est notre business model. Hein. Ils ont qu'à nous donner 30% de leur boîte et on sera intéressé, quoi. Mais voilà. Donc, et le process, il est qu'une boîte rentre chez nous, très 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 rapidement, on essaie de la mettre sur une ligne où elle a tous les moyens de son ambition. Et des fois, ça peut être fou, hein, tu vois. Là, on est en train de faire le deal le plus fou qu'on ait fait depuis le début de The Family, où on a un mec qui dit non, mais en fait, la taille des satellites fait que baisser. Il n'y a pas de raison d'envoyer des satellites avec des fusées. Donc en fait, il faudrait qu'on puisse envoyer des satellites depuis n'importe quel aéroport dans le monde en mettant les satellites sur des missiles dans les avions. Et donc n'importe quel avion qui peut lancer un missile pourrait lancer un satellite. Donc voilà, j'ai besoin de 10 millions pour faire le proto. Et j'ai besoin de 150 millions pour faire une boîte viable. Bah, tu vois, et j'ai 27 ans. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Ça, ce genre d'ambition, ce genre de boîte, c'est des aventures uniques, en fait. Et donc, nous, notre but, c'est comment tu fais pour lui trouver 10 millions quand il n'a personne, il n'a pas d'équipe, il n'a pas de… Tu vois, et que tu le rends suffisamment crédible pour que les gens se disent « Ouais, pourquoi pas, ça peut marcher, quoi. » Et donc, du coup, si tu dois nous présenter justement ce processus, The Family aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est quoi? Alors, nous, on est très secret sur nos chiffres, hein, mais il y a un chiffre qui est facile à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans The Family, on a 5 boîtes dans notre portefeuille qui valent plus d'1 milliard et on a accompagné plus de 500 boîtes. C'est pour dire le truc. Donc comme on fait 100 boîtes par an, on essaie de faire une boîte qui vaut plus d'1 milliard tous les ans. Et il faut qu'un jour, on fasse une boîte qui vaille 100 milliards. Ça, ce serait ça le vrai achievement. Moi, je serais heureux le jour où je me dirais, on a créé une boîte. On a aidé à créer une boîte qui est devenue aussi iconique qu'un Google ou un Facebook ou un Apple. Et pour faire ça, il faut faire des milliers de boîtes, quoi. J'ai vu que tu avais écrit un livre, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou pas. Ouais, alors on ne l'a pas sorti à cause du Covid, mais on l'a donné en ligne aux gens en version électronique. Moi, je voulais sortir un livre en anglais pour faire un book tour aux US. Puis bon, le Covid est arrivé, donc pas de book tour. Ce qui m'a intéressé avec ce livre, j'ai pas encore eu le temps de le lire, c'est le titre. C'est Anyone can become an entrepreneur. Donc en français, ça donne tout le monde peut devenir entrepreneur en quelque sorte. Alors c'est plutôt n'importe qui peut devenir. N'importe qui. Et ce qui est assez drôle, c'est que je sais pas si c'est comme ça que si c'est ça que ça veut dire, mais moi j'ai toujours dit sur ma chaîne, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne va pas devenir entrepreneur. Parce qu'en soi, n'importe qui peut devenir entrepreneur, mais il faut il faut réussir à changer. Et il faut réussir à pouvoir apprendre ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Mais concrètement, si tu es vraiment motivé et si tu as l'humilité de te remettre en question et d'apprendre, tout le monde en soi pourrait devenir un entrepreneur. Est-ce que c'est ça que tu veux dire par là ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Alors, moi je pense qu'en fait, il y a très peu de gens qui peuvent devenir des entrepreneurs, mais que les entrepreneurs peuvent devenir de n'importe où. Donc c'est différent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le moment où j'ai commencé The Family et aujourd'hui, le mot entrepreneur a pris une dimension beaucoup plus large. Ce qui est fou, il y a un mec là sur Twitter, il a dit « Ouais, je suis hyper déçu que Oussama Ammar fréquente Yomi. » Parce qu'ils ont des visions diamétralement opposées de l'entrepreneuriat. Et donc, ça me déçoit vachement d'Oussama. Alors bon, moi, je suis toujours ravi de décevoir les gens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Les entrepreneurs des startups scalables n'ont pas le monopole d'être entreprenants. Et en fait, ce que toi, tu as bâti, j'ai un immense respect. Je te l'ai dit en privé, je suis un grand fan et il y a un côté… j'adore les gens qui font des choses. Et évidemment, ce que tu as fait, ce n'est pas Google, tu vois. Mais c'est pas pour ça que c'est pas intéressant. Et en fait, il n'y a rien de plus beau dans la vie qu'être aligné entre ce qu'on a envie et ses objectifs. Et ce qui est sûr, c'est que tout le monde peut être entreprenant. Maintenant, est-ce que tout le monde a envie de payer ce prix? Est-ce que tout le monde a envie d'apprendre ce qu'il faut apprendre, donner les efforts? Évidemment pas. Et ça, c'est la nature humaine. Et moi, je trouve que c'est plutôt beau, en fait. Je trouve que c'est plutôt beau que la plupart des gens, au fond, ils s'en foutent. Tu vois, par exemple, moi, dans ma famille, on a souvent les deux extrêmes. On a soit des gens très très ambitieux, soit des gens qui foutent rien. Moi, j'ai des frères, ils n'ont pas travaillé un jour de leur vie. Ils ont vécu au crochet de mon frère aîné, ils sont heureux, mais ils sont très très sympas en fait. Et il n'y a aucune…
il n'y a aucune ambition qui est obligatoire. Il n'y a aucune... c'est pour ça que je déteste le poème La fourmi et la cigale. Là. Ça me gave. Quand j'étais petit, je voulais réécrire ce poème de La Fontaine. Et dans ma version, quand la cigale, elle avait chanté tout l'été et qu'elle n'avait plus rien à bouffer, elle venait voir la fourmi et la fourmi lui filait un bon repas. Et la remercier pour la musique incroyable qu'elle a produite tout l'été, qui lui a donné du cœur à l'ouvrage. Et je pense qu'on serait tous beaucoup plus heureux si on acceptait qui on est. Et on n'est pas tous pareils. Il y a des gens, ils aiment travailler dur. Il y a des gens, ils sont feignants. Il y a des gens, ils ont envie d'apprendre. Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'apprendre. Il y a des gens qui ont envie d'apprendre certaines choses et pas d'autres. Il y a des gens, ils ont envie de tout apprendre. Il y a des gens, ils n'ont rien envie d'apprendre. Et comme ce spectre, il est fou, et je ne sais pas pourquoi, les gens ramènent toujours tout à un jugement de valeur. Ouais. Tu vois, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux faire une boîte à 1 milliard en étant malheureux ou une boîte à 100 millions en étant heureux? Mais ça ne marche pas comme ça. Personne a des choix comme ça dans la vie. En fait, c'est des trucs très complexes, la plupart du temps, on ne maîtrise pas. Et un truc que j'ai appris en rencontrant beaucoup de gens parmi les plus célèbres et puissants du monde, c'est qu'aucun d'eux n'a choisi sa vie, quoi qu'ils en disent dans leur storytelling. À un moment donné, ce qui se passe, c'est que ça leur tombe sur la gueule, et ils show up, et ils sont au rendez-vous. Ouais. Mais ça commence toujours par le fait que quelque chose leur tombe dessus. Et ça, en fait, la chance, c'est réel. Il y a des gens, ils n'ont pas de chance. Ouais. Il y a des gens, ils ont de la chance. Ouais. Après, le niveau de magnitude de ta chance, il dépend de plein de choses dans la vie. Et il dépend de ton ambition, il dépend de ton envie, il dépend de ton bonheur. Mais dès que tu commences à vouloir te définir par rapport aux autres, ça donne des catastrophes. Et je le vois, par exemple, j'ai vu beaucoup de tes vidéos et j'ai lu beaucoup de commentaires YouTube. C'est un truc que j'aime bien faire. Et ça me fait trop rire tous les gens qui sont en commentaire et qui sont rageux. Mais ils sont rageux de quoi en fait? Ils disent, oui, mais en fait, ouais, c'est facile de dire ce que tu dis, c'est facile de faire ce que tu fais. Ben, vas-y, je te regarde. D'ailleurs, il y a plein de gens qui essaient de faire ce que tu fais. Ouais. D'ailleurs, dès qu'on regarde une de tes vidéos, on voit toutes leurs pubs. Et en fait, la plupart d'entre eux, ils gagnent de l'argent, ils ne gagnent pas d'argent. Ouais. Certains sont des mythos, certains ne sont pas des mythos, certains sont doués, certains ne sont pas doués. Si tu regardes dans ce milieu dans lequel tu es, Tony Robbins, il fait 3 milliards de revenus par an. Je ne sais pas qui va faire 50 millions, d'autres vont faire 10 millions. Mais tout ça, en fait, c'est un chemin. Et la question, c'est quel chemin tu as envie de mener, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce que tu as envie de faire. Et le problème, c'est que les gens veulent toujours définir le succès. Ouais. Mais ça n'existe pas, le succès. Ouais. Je veux dire, tu te dis, ah ouais, je serai successful quand j'aurai 5 millions. Bah, le jour où tu as 5 millions, il n'y a personne qui vient te serrer la main et qui te dit, bravo monsieur, c'est très très bien. Il n'y a personne, je l'attends le monsieur succès, tu vois. Et en fait, tu passes les milestones et il n'y a personne. Ouais. Parce que tu es, à la fin, c'est qu'une course avec toi-même. Ouais, j'ai une amie, elle est médecin. Ouais. Et elle m'a dit que le truc le plus dur qu'elle ait vécu de son vie, c'est de vivre un stage à l'endroit où les gens sont en phase terminale de cancer. Okay. Et les gens parlent toujours de leurs regrets. Ouais. Tu vois. Et elle m'a dit, c'est fou comme c'est toujours les mêmes. Okay. C'est toujours la même chose. Pas avoir fait ce qu'ils avaient envie de faire, pas avoir dit ce qu'ils avaient pensé, pas avoir saisi l'opportunité qu'ils auraient dû. Et en fait, je pense que la vraie règle qu'on devrait tous universellement avoir, c'est d'essayer de vivre une vie où on ne crée pas des regrets futurs. Dès que tu as un moment où tu as deux choix, tu dois toujours te dire, ok, lequel des deux je vais le plus regretter si je ne le fais pas. C'est énorme. Moi, c'est mon motto depuis un moment, c'est j'ai envie de minimiser le nombre de regrets que j'ai dans ma vie. Donc c'est exactement ce que tu dis. Mais je comprends. Et ouais, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, les gens regrettent toujours ce qu'ils n'ont pas fait et presque jamais ce qu'ils ont fait. Personne ne regrette ses échecs. Comme toi, comme tu l'as dit avant, voilà, tu t'es pris un monstre mur, mais tu as même dit juste après que c'était un des trucs les plus beaux cadeaux dans ta vie et qui t'a le plus aidé. Et ce qui est dingue aujourd'hui, comme tu le disais avant, il y a différents types d'entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est pas forcément lancer Google. Pour moi, être entrepreneur, c'est juste lancer un business, avoir une vision et puis vouloir faire les choses à ta manière, en gros. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux lancer un business et faire des erreurs rapidement, pas avoir à investir énormément d'argent et te prendre cette claque dès le début et continuer en fait. Ah, et je pense que les gens devraient juste apprendre à se prendre cette claque et à y aller. Parce qu'au final, ils vont regretter de ne pas l'avoir fait plus que de regretter de l'avoir tenté. Bien sûr. Ok. Et donc du coup, un truc qui m'intéresse par rapport à toi, c'est que je sais qu'on doit te poser la question tout le temps et tu me l'as même dit avant que ouais, au final, c'est plus compliqué que ça. Mais tu as vu tellement de personnes lancer des business. Tu dois quand même avoir des conseils ou une certaine
certaines choses que tu pourrais donner aux personnes qui se lancent aujourd'hui pour qu'elles maximisent leurs chances de succès? Si tu devais donner quelques points, lesquels ce seraient? Disons que ça devient un tableau de plus en plus précis que j'ai en tête. Okay. Par exemple, maintenant, j'arrive à adapter mes conseils à l'ambition de la personne. Okay. Mais grosso modo, si tu veux faire Google, c'est pas les mêmes conseils que si tu veux faire 10 millions, c'est pas les mêmes conseils que si tu veux te faire un salaire. Faisons deux opposés. Ouais. Donne des conseils à quelqu'un qui a juste envie d'avoir son propre business, pour pouvoir bien gagner sa vie. Ouais. Entre 3 et 10 000 euros ta clientèle, quoi. Hein? Ta clientèle. Voilà. Les gens non, pas forcément, parce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui ont envie de faire des dizaines de millions. Mais je dirais que la plupart des gens, c'est ça, ils ont juste envie d'être libres financièrement et de pouvoir gagner leur vie grâce à leur business plutôt que gagner leur vie. Alors, je pense que le conseil le plus important pour ces gens-là, et pour le coup, celui-là, il est assez facile et structurant, c'est d'être le plus rapidement possible dans l'action et le moins possible dans la réflexion. Ouais. Et ça, l'école, alors je ne sais pas comment c'est en Suisse, je ne sais pas quelle école tu as eu toi. Ouais. Mais en France, le gros problème, c'est que n'importe qui a été à l'école a peur de deux choses, d'ouvrir sa gueule et de faire. Si tu regardes par exemple, je ne sais pas comment on apprend l'anglais en français. Souvent, moi je me fous de ma gueule des gens en me disant, moi j'ai fait 8 ans de cours d'anglais à l'école en France, et ben j'ai jamais parlé anglais. C'est vrai, c'est la même chose en Suisse. C'est la même chose en Suisse. Je ne connais pas le système, je me disais peut-être que c'est mieux. Et tu te dis, mais en fait, c'est terrible d'indoctriner à tout le monde cette peur de faire et cette peur d'ouvrir sa gueule. En fait, il y a un moment, quand tu décides d'être libre financièrement, eh ben, il faut la prendre, cette liberté. Le succès ne t'est jamais donné par personne. Il faut le prendre. Et pour le prendre, il faut faire et ouvrir sa gueule. Okay. Et tu peux pas être en mode vas-y, j'ai fait mon business plan, j'ai réfléchi à toutes les possibilités et tout. En fait, quand tu fais ça, tu es un putain de fonctionnaire qui travaille au commissariat au plan. C'est la raison pour laquelle l'URSS est tombée. C'est les mecs qui passaient des heures et des heures à faire des rapports sur des trucs qui n'arrivaient jamais. Parce que c'est impossible d'imaginer les problèmes que tu auras. Impossible. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut être dans l'action. Ouais. Et c'est pour ça. Notamment, je me souviens de ça. Quand j'ai fait un de mes premiers business, j'avais fait une sorte de dropshipping de meubles d'antiquité. J'achetais chez les antiquaires. Je prenais en photo dans les antiquaires de ma ville des meubles, je mettais à 4 fois le prix en ligne. Et quand c'était vendu, j'allais en boutique acheter le meuble. Okay. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais, je sais pas manger seul, je sais pas faire de business seul. J'ai toujours eu des associés. Okay. Même quand ils servaient à rien. Mais je trouve ça plus sympa d'avoir des gens avec qui célébrer quand ça marche. Ouais. Ou quand ça marche pas, d'avoir des gens, tu vois. Et donc j'étais au collège. Donc tu imagines que mes associés connaissaient rien. Et donc je me souviens, j'avais un mec avec moi. Et je lui dis, ouais, on va prendre en photo les meubles et on va les vendre. Et ouais, mais imagine qu'on n'a pas le droit. Ah bon? Pourquoi on n'aurait pas le droit? On achète le meuble. Ouais, je sais pas, mais bon. Bah, imagine, on met un meuble en ligne, on le vend, et puis il a été vendu dans la boutique entre-temps. Bah, on en vend un autre. Ouais, mais imagine, on envoie le meuble et il casse. Machin. Et le mec, en fait, il a passé 4 heures cet après-midi à me lister tous les problèmes qu'il y avait. Et donc, à l'époque, je ne savais pas trop ce que je faisais et je lui avais dit, écoute, pas de problème. Ouais. On va lister tous les problèmes dans un fichier Excel. Okay. Et en face, on va mettre toutes les solutions. Et donc, je sais pas, on a passé 3 semaines à faire ça. Et on avait tout un plan et tout. Puis on a lancé ce business qui a bien marché et tout. Et au bout d'un an, je retrouve ce fichier Excel et j'ai dit à mon pote, tu te rends compte qu'on a eu toutes les galères du monde. Mais que sur la centaine de galères qu'on a listées, on en a eu 3. En fait, on est complètement cons. Et en fait, Dieu merci que ça avait pris que 3 semaines et pas 6 mois en fait. Et les gens comprennent pas que c'est des sujets d'énergie. Être dans l'action, ça rend heureux. Quand tu es tout de suite dans l'action, tu vois, je le vois moi avec mes petits neveux et nièces. D'ailleurs, j'ai offert hier ta formation à une de mes petites nièces. Mais tu vois, ce que j'adore, c'est leur faire des challenges où on fait quelque chose dans la journée. Tu vois, tout de suite, on passe tout de suite dans l'action. Parce qu'en fait, les enfants, tu as envie de les sortir de ce système où ils réfléchissent. Tu as envie que… Et la réflexion, ça ne veut pas dire qu'il faut être con, tu vois. Mais la réflexion, tu dois la faire ongoing et tu dois la faire avec l'information que l'action te produit. Surtout pas dans ton fauteuil en train d'imaginer des trucs artificiels. Là, je le vois toujours, tous les jours. Tous les jours, je vois les questions. Et ça fait longtemps que je fais ça et que j'aide les gens à lancer leur business en e-commerce. Donc j'arrive à voir en fait les questions des mecs qui n'ont jamais rien fait et les questions des mecs qui sont en train de faire, tu vois. C'est pas les mêmes questions. Non, c'est pas les mêmes. Le mec, il essaie de se projeter et de voir tous les problèmes potentiels. C'est exactement comme le sexe. Plus t'en parles, moins t'en fais. Mais d'ailleurs, c'est vrai. Quand t'es ado et que tu parles de ça, tu t'imagines des montagnes et tout. Ça n'a rien à voir les emmerdes que t'as par rapport à quand tu fais. Donc du coup, t'as pas répondu en entier à ma question d'avant. Ouais, d'accord. Donc t'as donné les conseils pour les gens qui ont envie juste d'être indépendants financièrement, d'avoir. Non, tu veux l'autre extrême? Je veux l'autre. Le gars qui veut toucher les étoiles. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors en fait,
Je pense que quand tu veux toucher les étoiles, il faut déjà passer un test humain très dur. C'est est-ce que tu es prêt à tout perdre ou pas. Ok. Et en fait, ce test-là, il est important parce que tu ne peux pas jouer à ce niveau si tu n'acceptes pas l'idée que la probabilité que tu perdes est supérieure à la probabilité de gagner. Ok. Quand tu fais un e-commerce ou un petit business pour être libre, tu peux gérer ton level de risque et tu peux gérer ton level de certitude. N'importe qui veut aujourd'hui gagner quelques millions peut le faire par la détermination et le travail. On pourrait avoir 100% de succès si on pouvait fouetter les gens et les mettre dans une pièce et les forcer à faire ce qu'on veut. Après, les gens, s'ils font pas, ils font pas. Mais si tu suis les méthodes qu'il y a maintenant en ligne, si tu suis les bons conseils, les bons machins, et que tu donnes suffisamment de temps, la courbe, elle monte forcément. C'est ça, mais le suffisamment de temps est important. Il y a des gens, ça monte comme ça. Exact. Il y a des gens, ça monte comme ça. Exact. Il y a des gens, ça monte comme ça. Mais ça monte. Ouais. Et il y a des gens, ils font en 3 ans, il y a des gens, ils font en 5 ans, il y a des gens, ils font en 10 ans. Mais tu ne peux pas rater ta life d'un point de vue financier si tu as un objectif qui est dans un taux de risque raisonnable. Dès que tu commences à jouer à l'échelle au-dessus, la nature du risque change. Parce que ce qu'on te demande d'investir par rapport à ce que tu vas gagner, le ratio est plus du tout le même. Ouais. Plus du tout. Parce que tu peux gagner infini, mais on te demande de risquer infini. Et l'infini, ça peut faire très mal. Ouais. Samedi, quand je suis venu dîner, on a parlé d'Elon Musk. Ouais. Et sur le chemin, Max, il m'a fait une remarque que j'avais oubliée. Quand Elon Musk il a créé Tesla, il a mis en garantie 100% de son argent. Ouais. En fait, il faut avoir un espèce de… Si tu es milliardaire ou millionnaire et tu te dis, j'ai une vision, j'ai une boîte, et je vais mettre 100% de l'argent que j'ai dedans, voire plus, parce que je vais m'endetter, je vais tout défoncer, il faut être un psychopathe qu'on peut conseiller à personne d'être. Okay. Et on ne peut pas donner ce genre de conseils aux gens. Tu ne peux pas aller voir un mec et lui dire, tu sais quoi, tu veux faire un truc génial, tu vas prendre ton sang, tu vas le mettre sur la table, puis en fait, c'est fort probable que ça ne marche pas et que tu vas être très malheureux. Mais vas-y, je te regarde. Et c'est pour ça que ça doit venir du personnel. Ouais. Et notamment, par exemple, quand tu regardes le reportage sur Michael Jordan, il y a une phrase qui m'a vachement marqué. Parce que Michael Jordan, il a 17 ans ou 16 ans, il va voir son coach et il lui dit, coach, je veux devenir le meilleur joueur de basket du monde. Qu'est-ce que je dois faire? Et le coach, il dit, je sais pas, tu pourrais déjà commencer par t'entraîner plus dur. Et Michael Jordan fait, comment ça? Je m'entraîne déjà comme un malade. Je m'entraîne plus que tout le monde dans cette pièce. Et je comprends pas, tu te compares à cette pièce ou tu veux être le meilleur joueur du monde? Et en fait, c'est exactement la même chose. Tu veux être au niveau d'un Elon ou d'un Larry Page ou d'un machin? Tu as intérêt d'être prêt à donner ce que ces gens ont donné en sacrifice. Et donc tu penses qu'il y a des mecs qui ont donné autant qu'Elon Musk et qui n'ont rien aujourd'hui? La majorité des gens qui ont donné autant qu'Elon Musk n'ont rien. Ok. Ouais, j'en connais plein, je les vois. C'est mon business de les aider à foirer. et c'est le business de tous mes amis de les aider dans d'autres institutions. Regarde, prends The Family on stéroïdes, ça s'appelle Y Combinator. Y Combinator, ils prennent, je crois, 600 boîtes par an. Il y en a une qui va devenir iconique. Les 599 autres, ils ont une histoire comme ça. Et ils en prennent 600 sur les dizaines de milliers. Je crois qu'ils ont 50 000 applications tous les ans. Et donc du coup, toi, tu te mettrais dans quelle case entre les deux? Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment selon toi une échelle, genre plus tu sacrifies, plus tu auras de succès, ou est-ce que c'est pas forcément lié? Non, mais justement, c'est le problème, c'est que tu peux sacrifier énormément sans avoir de succès en fait. Et tu peux sacrifier peu en ayant énormément de succès. Et donc du coup, toi, tu as mis où le curseur au niveau du taux de sacrifice que tu es prêt à faire par rapport à où est-ce que tu as envie d'aller? Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, il y a très longtemps, j'ai accepté l'idée que je pouvais n'avoir rien. Ok. Et donc, j'ai construit The Family en prenant des risques que peu de gens auraient pris en construisant The Family, en espérant faire quelque chose d'iconique. Ok, ça marche. Et donc du coup, toi, est-ce que, ça c'est aussi une autre question que j'ai, par rapport à ta vie en général, comment est-ce que tu fais, genre, parce qu'on entend souvent cette phrase, il ne faut pas être l'homme le plus riche du cimetière. C'est quoi ta relation par rapport à dépenser son argent, par rapport à profiter, vs travailler, comment est-ce que tu gères ça? Moi, je dépense tout ce que j'ai. J'épargne pas. Je trouve que c'est des emmerdes, l'épargne. Après, il faut penser à investissement, qu'est-ce que tu fais et tout. J'ai un système assez simple. Moi, je ne fais que des investissements dans des trucs où je peux faire x1000 ou tout perdre. Ok. Et j'investis cet argent comme un kiff, comme une dépense en fait. Ok.
Donc je vois pas ça comme un investissement. Okay. C'est illiquide, c'est n'importe quoi, c'est casino. Et de temps en temps, il y a une boîte qui cartonne. Je prends tout l'argent, je prends 25% pour le recycler dans des nouvelles boîtes où je peux tout perdre, mais qui peuvent aussi rapporter beaucoup. Je prends 25% que je donne à ce que j'appelle charities, mais c'est plus large que charities. Tu vois, ça peut être aider ma famille, etc. Et je prends 50% de kiff. Okay. Et j'essaye toujours de dépenser les kiffs en changeant de level. Okay. C'est-à-dire que tu vois, si je gagne 1 million sur une ligne, je vais me faire un kiff à 500 000 très rapidement. Okay. J'ai pas envie de faire 10 ans de kiff avec ça. Et c'est quoi le plus gros kiff que tu as pu faire depuis Ça, c'est hyper confidentiel. Non, mais j'ai fait des trucs de ouf. Ouais. J'ai pas encore fait le kiff à 500 000, mais ouais. Tu vois, par exemple, j'en avais marre là du Covid. Ouais. Et j'ai eu une bonne nouvelle sur un deal que j'ai fait il y a 10 ans. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi on ne construirait pas un resto chez nous en faisant pendant 1 an venir des chefs en résidence. Okay. Et donc là, comme tu as pu le voir, on a des chefs en résidence qui circulent. Et ça, c'est des kiffs délirants en fait en argent. Parce que entre les ingrédients, les invités, les machins, on reçoit pratiquement 12 personnes tous les soirs. Mais le souvenir que j'aurais de ça vaut 100 fois l'argent que j'aurais gardé en fait. Mais je suis pas du tout, j'essaye pas du tout de... Comme j'accepte l'idée que je pourrais redevenir pauvre ou avoir très peu, je m'en fous de circuler en fait. Okay. Et parce que je sais que c'est ma seule façon d'espérer vraiment faire un coup à The Family où je peux même plus dépenser avec ma règle. Le jour où, tu vois, si tu te fais 100 millions, tu peux pas te faire un kiff à 50. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Et là, ça devient intéressant. Parce que là, d'un seul coup, tu changes de game. Et donc, tu te fais des kiffs, t'envoies des fusées dans l'espace, tu vois. Et donc, moi, j'ai pas du tout envie d'être l'homme le plus riche du cimetière. Moi, je veux mourir en ayant 0, mais en ayant dépensé dans des trucs délirants, en fait. Okay. Et d'ailleurs, je trouve que la plupart des milliardaires manquent d'imagination. Hein. Ils sont chiants à mourir. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, si j'étais milliardaire, mais par exemple, j'ai un trip, la rue de la Huchette, là, j'aimerais la racheter. C'est dans le 5e, tu ne dois pas connaître, c'est à Paris, ça. Mais c'est une rue avec des restos pourris. C'est une des plus belles rues de Paris, moyenâgeuse. Okay. Et il n'y a que des restos pourris. Et en fait, j'aimerais la racheter, la rue, du début à la fin, et faire mon fromager préféré, mon fleuriste préféré, mon resto préféré, machin. J'ai rencontré un mec qui me fascine, il s'appelle Lars Seyer, il est danois, c'est l'homme le plus riche du Danemark. Okay. Il vient de vendre sa boîte 7,9 milliards. Ouais. Et je lui dis, mais tu vas faire quoi des 7,9 milliards? Il m'a dit, c'est easy. 1 milliard pour les enfants, pour qu'ils soient bien. Je dis, ok. 1 milliard pour les investissements, pour ma retraite, etc. Ok. Et on va dépenser tout le reste en lifestyle. Et je sais pas, il doit avoir 50 ans. Et le mec se fait des trips. Il vient de construire l'un des plus beaux restaurants de Copenhague. Ouais. Il a dépensé 70 millions d'euros pour construire un restaurant. Où le menu est à 300 €. Donc en clair, il ne remboursera jamais le restaurant. Mais il se fait des kiffs incroyables. Quand j'essaie d'aider du coup des gens dans le business, un des points en fait qui selon moi est le plus gros facteur d'échec, c'est vraiment les croyances limitantes. En mode des choses que les gens pensent qui sont fausses et qui vont en fait les empêcher de réussir. Du coup, selon toi, tu as vu quoi comme croyance limitante, comme fausse manière de penser qui empêche les gens d'avoir du succès? La plus courante en France, c'est un rapport maladif à l'argent. Ok. Je pense qu'il y a une croyance que personne n'avoue en France. C'est quelqu'un qui gagne de l'argent est forcément louche. Alors s'il y en a un nom d'arabe où il est black, alors là… c'est fini. C'est fini, quoi. On ne peut pas gagner d'argent si on ne respecte pas l'argent. Et on ne peut pas gagner de l'argent si on n'est pas heureux pour l'argent des autres. Okay. C'est hyper important. Si tu regardes quelqu'un qui gagne de l'argent et tu te dis il a volé, il a machin et tout, bah toi tu crois que la seule façon de gagner de l'argent c'est de voler et machin. Ouais. Et comme tu le feras pas, bah, tu en gagnes jamais. Et ça c'est hyper important de croire qu'il y a des gens honnêtes qui gagnent leur vie. Alors le problème c'est que tu vois par exemple on rigolait la dernière fois avec mon pote Atem là. Quand il t'a dit, je sais pas combien de millions de mariages, je lui ai dit, attends, comment c'est vérifié ce chiffre? Ouais, je la connais cette histoire. Mais tu vois, pour moi, c'est pas de la malhonnêteté, c'est de la filouterie, c'est de l'astuce. Faut pas être un gamin, tu vois. Bien sûr que des fois, les gens font des déclarations marketing qui sont pas tout à fait justes et tout. Mais ce qui compte, c'est que l'intention soit bonne. Ce qui compte, c'est que l'ordre de grandeur soit bonne. Ce qui compte, c'est que tu as l'impression de faire quelque chose qui va avoir de la valeur.
Et si tu fais ça, bah après, tu te libères de cette croyance limitante que tous les gens qui ont de l'argent ont arnaqué quelqu'un en fait. Et donc du coup, toi, dans ton parcours dans l'entrepreneuriat, quelle est une chose ou la chose la plus importante que tu regrettes de ne pas avoir fait plus tôt si tu regardes ton parcours? Je sais pas, je regrette pas grand-chose moi. Après, je sais, enfin, tu vois, par exemple, je sais que si j'avais eu Internet 10 ans plus tôt, je serais encore plus ouf que je suis. Tu vois. Mais bon, c'est pas ma génération, c'est comme ça. Enfin, j'ai pas de nostalgie ou d'amertume ou de. Et quoi qu'en disent les gens, hein, ça c'est un truc, à chaque fois que je dis ça dans une vidéo, les gens pètent des câbles. Mais ta génération, elle va être bien meilleure que la mienne. Hein. Toi, tu as un succès à ton âge dont j'aurais même pas pu rêver à ton âge. Tu as 10 ans d'avance sur moi. Et l'avance, ça compound. Si tu n'es pas trop mauvais, il est fort probable qu'à mon âge, tu sois bien plus successful que je le suis moi aujourd'hui. Je croise les doigts. Mais la courbe n'est pas la même. Tu vois. Mais c'est pas grave. Moi, je vais pas en vouloir à la génération Z. Tu vois, ils ont eu Internet, ils ont des exponentiels. La dernière fois, je disais à un ami, tu vois, cet ami, quand il avait 14 ans, il était sur Coursera à faire des cours d'intelligence artificielle d'Harvard. Tu faisais quoi, toi, quand tu avais 14 ans? Il me dit, moi, à 14 ans, je me souviens pas trop, mais je crois que je lisais des bouquins. Et je dis, bah voilà, tu vois. Donc, tu peux pas te comparer, en fait. C'est normal. Donc non, il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment en ayant les mêmes circonstances. Puisque même les erreurs que j'ai faites, bon, c'est sûr que ce serait moins douloureux si je ne les avais pas faites, mais je ne serais pas qui je suis et je n'aurais pas le recul que j'ai. Donc c'est dur en fait. C'est dur de savoir quelle vie on aurait pu avoir. Ok. Et donc du coup, moi, un problème que pas mal de personnes ont dans le business, en fait, malheureusement, il y a énormément de personnes qui veulent se lancer, mais qui ont peur. Et qui n'ont pas forcément peur. Enfin, je pense que c'est plus une peur de l'échec qu'autre chose. Même si tu perds un petit peu d'argent, c'est pas la fin du monde, tu peux le refaire derrière, etc. Tu vas pas finir, tu vas pas mourir parce que tu as essayé de lancer un business et que tu n'arrives plus à manger, quoi. Et du coup, pour ces personnes qui ont ce blocage, qui se disent ah mais je kifferais trop avoir mon propre truc, je suis prêt à travailler comme un fou pour que ce soit le cas, mais j'ose pas. Qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce qu'ils devraient se lancer? Est-ce que si elles hésitent, il ne faudrait pas qu'elles se lancent? Ça, c'est une bonne question. Alors moi, je suis un peu comme toi, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ils ont peur en fait. Mais j'ai juste envie de leur donner des coups de pied au cul. Mais à la fin de la journée, bon, s'ils ne se lancent pas, ils ne se lancent pas. C'est leur problème. On va pas les tenir la main de 20 millions de personnes. Quoi. Maintenant, j'aimerais que par contre, les gens qui regardent cette vidéo se posent une question fondamentale. On vient de vivre le Covid. On vient de vivre l'arrêt de nos libertés d'un seul coup, comme ça. Genre les gouvernements se sont levés, ils ont dit plus de resto, plus de machin, tu portes un masque. 80% des gens se sont transformés en collabos immédiats, comme à chaque fois qu'il y a un régime oppressif. Et nana, ton masque il est pas bien, et nani, tes mains. Et l'État ne va pas du tout être apte à gérer l'après. L'État a géré comme il a pu la crise du Covid et je leur envoie pas la pierre, c'était très compliqué, il n'y avait pas d'infos, mais c'est catastrophique. Je veux dire, c'est pas parce que je les respecte que je ne peux pas constater que c'est catastrophique. Et c'est pas catastrophique parce que quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux, c'est catastrophique parce que structurellement, c'est pas possible de faire mieux. Et l'après va être encore pire. Donc là, je pense qu'encore, il y a 2 ans, on pouvait se dire t'es pas entrepreneur, t'es salarié et tout. Là, je les vois pas trop les perspectives de salarié. Je veux dire, il n'y a pas une boîte qui ne va pas virer 30% ou 40% de ces gens. Parce que, le confinement a montré que 30 à 40% des gens ne servent à rien. Et ça, c'est quand même le plus grand test nature qui a jamais été fait du travail dans les grandes entreprises. Et 2, toutes ces entreprises vont prendre des chiffres dans la tête. Enfin, ça va baisser, quoi. Donc, je suis assez pessimiste et je me dis, est-ce que vraiment les gens, de quoi ils ont peur? Qu'est-ce qui leur fait le plus peur? D'échouer en tentant quelque chose qui n'est pas si risqué ou d'attendre que le monde vienne leur foutre une claque encore plus grosse que le Covid? Parce que la 2e vague et la 3e vague du Covid vont être beaucoup plus fortes que l'épidémie. La 2e vague, ça va être la crise éco. La 3e vague, ça va être la crise de dépression. Et nous, on a vécu un drame perso avec le Covid. On a un ami qui s'est suicidé et qui allait bien et qui était salarié et qui machin.
et qui en fait s'est senti complètement écrasé par la situation. Je pense que si les gens ne se prennent pas en main, il y a beaucoup de gens qui vont désespérer. Donc ça devient devenir entreprenant, devenir libre financièrement, etc. C'est en train de devenir un enjeu de société parce que la société ne peut plus nous protéger comme elle nous protégeait. Et ça, moi, ça me terrifie 100 fois plus que de me dire « Ah, le mec, il a lancé un e-commerce, il a perdu 1000 balles sur Shopify et ça va marcher. » Tu vois, je trouve que les deux sont pas du tout dans la même dimension. La seule différence, c'est que tu en as un où c'est un petit peu, tu vas à l'encontre de ce que la plupart des gens font, et tu as l'autre où tu fais la même chose que tout le monde fait. Quoi. Mais c'est cool, grâce à des gens comme toi, il y a de plus en plus de gens qui le font, donc les gens vont se lancer. C'est top. Et donc du coup, pour terminer, quand tu es dans une phase difficile, est-ce qu'il y a un truc vers lequel tu reviens pour te motiver, pour te forcer à continuer et à pousser? Ouais, moi c'est mon entourage. C'est ton entourage? Ouais, j'ai un entourage hors du commun. Ok. J'ai créé quelque chose, j'ai créé ma famille. Déjà que j'avais une... Franchement, au niveau famille, je suis plus chanceux que la moyenne. Ok. Ma mère est exceptionnelle. Mon frère aîné, tu pourrais écrire un livre sur lui. Donc déjà, j'avais un bon terreau. Et en dehors de ce terreau, j'ai réussi à me créer la vie de mes rêves à titre perso, que ce soit affective, amoureuse, amicale. J'ai une vraie tribu et je vis dans cette tribu. D'ailleurs, c'est un des trucs qui nous a plu chez toi, c'est que tu as la même énergie en fait. Tu as le même truc où tu aimes prendre soin des gens que tu aimes et c'est des choses, nous, qu'on respecte. Et nous, on fonctionne comme ça, on vit comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un truc de bad qui m'arrive, j'ai une telle cellule de love inconditionnelle, mais vraiment inconditionnelle. C'est des gens, c'est des frères et des sœurs de sang en fait. Qu'en fait, j'ai vraiment l'impression d'être invincible en fait. Ok. Et dans ça, pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir ça, est-ce que tu as genre une quote ou un événement ou quelque chose qui te permet de te rattacher aussi d'un niveau plus personnel? Je pense que tout le monde devrait trouver le film qui le requinque. Ok. Les films, c'est génial pour ça. Moi, j'aime bien regarder les Disney. Ouais. Je trouve que les Disney sont des leçons de vie, et surtout les Pixar, sont des leçons de vie hors du commun. Il ne faut pas hésiter à trouver son rituel artistique qui nous plaît. À la fin de la journée, le business, c'est très bien, mais le vrai écho de l'humanité, c'est l'art. Tu vois, ces gens créent des choses qui perdurent des générations. T'imagines que des gens écrivent des bouquins il y a 10 siècles et on les lit encore. Tu vois, personne ne lira The Family ou le dropshipping dans 100 ans. Hein. C'est ça le vrai enjeu, quoi. Donc il faut pas hésiter à s'en nourrir et à s'en inspirer. Ok, ben je tenais vraiment à te remercier d'être venu sur la chaîne. Je fais plus trop d'interviews en ce moment, donc c'est vraiment un énorme plaisir d'avoir pu t'accueillir. Et puis toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Et puis continuez à suivre ce que Oussama fait parce que c'est hyper inspirant. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Internet, il y a plein de contenu encore qui est disponible de sa part. Est-ce que toi, tu voudrais diriger les gens vers quelques… Les gens peuvent sur mon site, daidalium.com. Ok, allez faire un tour, vous ne le regrettez pas. Merci de regarder la vidéo, on se retrouve très prochainement pour une vidéo sur la chaîne.